C'est parti donc pour la suite de cette biographie d'Antipater. Donc nous nous étions arrêtés à la mort d'Alexandre, hein, qui apparaît comme une aubaine, hein, pour Antipater, hein, parce qu'évidemment on avait bien compris que Alexandre cherchait à le destituer et à le remplacer par le fidèle Cratère, hein, chargé de revenir avec des milliers de vétérans en Macédoine. Donc, à l'issue donc des accords de Babylone dont on a déjà bien parlé, Antipater est donc confirmé dans ses fonctions de stratège d'Europe et va former une forme de triumvirat avec Perdiccas, donc hiérarque, on dirait vizir de l'Empire, et Cratère qui devient tuteur des rois, hein, donc Philippe III, demi-frère d'Alexandre, et son très jeune fils Alexandre IV. Donc, pour revenir un petit peu là sur le contexte de la mort d'Alexandre, il y a une rumeur en fait propagée par Olympias quelques années après, pas tout de suite d'ailleurs, hein, voilà, mais bon, et qui est reprise par certains auteurs, dont Antigone ou Diodore, va accuser en fait Antipater d'avoir fait empoisonner Alexandre par l'intermédiaire de ses fils Cassandre et Iolas. D'ailleurs, ce dernier étant les chansons, donc chargé de servir le vin au roi. Donc, il fait figure de suspect idéal. Bon, en tout cas, cette rumeur est exposée, hein, par les auteurs antiques, mais ceux-ci n'y croient pas, et on avait vu d'ailleurs que c'est vraiment tout à fait peu plausible, hein, la thèse de l'empoisonnement. Donc voilà pour Antipater, donc, qui conserve la régence. Mais il va devoir faire face très rapidement à un soulèvement des Grecs qui, évidemment, profite de la mort d'Alexandre et du flou un petit peu qui entoure cette succession pour se soulever. C'est ce qu'on appelle la guerre lamiaque, hein, Lamia étant une petite cité de Thessalie, hein. On est là au sud de la Macédoine, hein, entre la Macédoine et la Béotie. Alors, déjà, dès vraiment les premières semaines, on pourrait dire, après la mort d'Alexandre, hein, le temps que la nouvelle arrive, les Athéniens vont se soulever contre donc la garnison macédonienne, hein, avec un chef qui s'appelle Hypéride, et qui va donc s'allier avec des Étoliens, des Thessaliens, des Locriens et des Phocidiens. Et ils ont également des moyens financiers avec un trésor qui a été pris à Harpale, on avait cité celui-là, qui est d'Alexandre, mais qui a tourné sa veste, hein, et qui a fui en Grèce avec une partie du trésor. Donc, avec ce trésor, ils peuvent équiper une armée importante, et leur stratège, qui s'appelle Léostène, va défaire les Macédoniens en Béotie. Donc là, Antipater doit abandonner les Thermopyles, hein, le défilé évidemment stratégique qui commande, on va dire, le passage entre nord et sud de la Grèce. Et il comprend, voilà, qu'il est en infériorité numérique, et va décider de s'enfermer dans Lamia, donc une cité de Thessalie, en attendant les renforts venus d'Asie, hein, parce que Cratère, voilà, n'est toujours pas arrivé avec ses vétérans. Donc, on est là à la fin 323. Donc, il va envoyer une ambassade auprès des Macédoniens, et notamment de Léonatos, qui est chargé par Perdiccas de mener une campagne en Cappadoce au profit de Mène de Cardia. On en avait parlé également. Donc Léonatos voit ça comme une aubaine. Bon, il est très ambitieux, il est apparenté à la mère de Philippe II, il envisage un temps d'ailleurs de se marier avec Cléopâtre, la sœur d'Alexandre. Donc pour lui, pour Léonatos, hein, la guerre contre les Grecs, c'est une aubaine. Donc il va voilà, détourner l'armée destinée à la conquête de la Cappadoce pour foncer en Macédoine. Dans le même temps, Lysimaque, donc, qui est satrape de Thrace, hein, voilà, souverain de Thrace, il est aussi appelé à l'aide, mais il peut pas en venir, hein. Il est occupé donc à soumettre des tribus thraces qui elles aussi en ont profité pour se rebeller. Alors, on reviendra bien sûr sur le siège de Lamia et Léonatos tout de suite après. Alors, faut voir aussi que
voilà, Athènes, avec l'argent du trésor priarpal, hein, va équiper une flotte de guerre importante et on va voilà, menacer les possessions macédoniennes. Et il faudra attendre voilà l'arrivée d'une escadre avec en fait des bateaux phéniciens et chypriotes donc commandés par un amiral macédonien, donc fidèle, on l'a compris, à Perdiccas au départ, voilà, la régence macédonienne, pour défaire les Athéniens dans l'Hellespont. Donc, ce qui va permettre justement le passage des troupes de Léonatos, hein, qui vient donc directement depuis l'Anatolie. Alors, sauf que celui-ci va trouver la mort d'emblée, hein, au pied des remparts de Lamia. Voilà. Mais en tout cas, il est à la tête de renforts importants et ça va permettre à Antipater d'évacuer la cité assiégée. Dans le même temps, printemps 322, la flotte athénienne est détruite au large d'Amorgos et certains considèrent hein, que cette défaite marque la fin définitive hein, de la puissance navale athénienne en mer Égée. Donc ça permet là aussi d'amener de nouveaux renforts, notamment ceux de Cratère, hein, les fameux vétérans. Et là, il a une armée considérable, hein, 50 000 fantassins et 5 000 cavaliers vétérans. Donc là, c'est vraiment voilà, un contingent très très important qui rejoint Antipater à l'été 322. Et pour sceller cette alliance, hein, euh, Antipater va proposer à Cratère d'épouser sa fille Phila, dont on reparlera. Donc l'apport de ces troupes, on imagine, décisif, et une immense bataille va donc opposer les Macédoniens aux alliés grecs en août 322, c'est la bataille de Cranone en Thessalie. Donc victoire éclatante des Macédoniens et qui va voilà, faire que Antipater va imposer une paix drastique à Athènes. C'est important, c'est des thèmes voilà évoqués quand on parle un peu voilà du régime athénien, hein, qui est quand même assez étudié bien sûr. Donc la démocratie est abolie pour être remplacée par un régime oligarchique, la cité et on va dire sous contrôle d'une garnison macédonienne. Alors Hypéride, le chef des insurgés, est arrêté, torturé et exécuté. Démosthène, un fameux orateur anti-macédonien, il est contraint au suicide. Et en tout cas, pour revenir vite fait au sort d'Athènes, hein, ce nouveau régime oligarchique, hein, en fait, met en place un régime censitaire, hein, où pour être citoyen, il faut posséder un certain montant financier. Donc voilà, il y a toute une masse de paysans pauvres qui sont exclus de la citoyenneté. Et le régent, pour compenser ça, Antipater, hein, va leur donner des terres à coloniser en Thrace. Mais voilà, et d'autres projets, hein, voilà, Antipater et Écrater deviennent des alliés. Ils comptent ensuite envahir l'Étolie, hein, donc qui s'était rebellée aussi. Mais Antigone arrive entre-temps en Asie mineure. Hein, il s'est aussi soustrait à l'autorité de Perdiccas. Hein, lui aussi, il a refusé de mener campagne en Cappadoce hein, pour Romaine. Et fait un tableau très noir, on va dire, de Perdiccas, en disant qu'il veut instaurer voilà, un empire et concentrer tous les pouvoirs. Donc Antigone va en fait susciter une coalition hein, contre Perdiccas. Vous l'avez vu, donc pas trop à Perdiccas dans la précédente vidéo, hein, mais il cherchait voilà, à capter le prestige de la dynastie argéade. Et d'ailleurs, il avait à un moment voilà, la prétention même de d'épouser la sœur d'Alexandre. Alors, pour revenir à ces enjeux matrimoniaux qui sont importants, parce que je vais pas le dire à chaque fois, mais ils marient tous leurs filles entre eux, donc c'est compliqué, mais on verra la seconde génération, c'est intéressant parce qu'ils sont tous en fait fils ou filles de Diadoque, donc ça fait quand même un pédigré assez intéressant pour certains. C'est voilà, dans un premier temps, en fait, Antipater avait voulu une alliance avec Perdiccas en lui offrant sa fille Nicaia. Au départ, Perdiccas avait accepté.
Nicaea arrive en Asie mineure, où se trouve Perdiccas, l'automne 322. Mais d'un autre côté, il y a Olympias, donc l'intrigante, qui veut porter tort à Antipater, qui cherche aussi à se débarrasser de Philippe III, et elle va pousser donc Perdiccas à épouser sa fille, donc la sœur d'Alexandre, Cléopâtre, qui est veuve de son oncle Alexandre d'Épire. Oui, il faut suivre. Donc, Perdiccas finit par renoncer à Nicaea et accepte l'union avec Cléopâtre. Et donc évidemment, c'est une union beaucoup plus prestigieuse, car elle fait de lui, de facto, l'oncle du jeune Alexandre IV, l'oncle par alliance. Mais évidemment, il va s'aligner dangereusement Antipater, qui comprend que là, Perdiccas a une ambition quasiment royale. Donc, cette première coalition des Diadoques, déjà bien évoquée, donc réunit Antipater, Cratère, Ptolémée et Antigone contre Perdiccas. Au printemps 321, Antigone débarque donc à Éphèse, tandis que dans le même temps, Antipater et Cratère traversent l'Hellespont, sachant que les troupes de Perdiccas désertent en masse. Donc le Chiliarque, lui, décide de mener la guerre contre Ptolémée en Égypte. Le Mène de Cardia, lui, est chargé de défendre l'Asie mineure contre Antipater et ses alliés. On l'a vu, Perdiccas trouve la mort en Égypte, assassiné par ses propres officiers de Séleucos. Tandis que dans le même temps, Cratère est défait et tué à la bataille de l'Hellespont par Eumène de Cardia. Euh, Voilà donc pour cette première phase de la guerre des Diadoques. Tout de même un moment que Eumène cherche à mener bataille contre Antipater, mais il est convaincu par Cléopâtre, la sœur d'Alexandre, de quitter les lieux et d'éviter le combat avec le régent. Donc, voyons maintenant la situation d'Antipater, donc après la mort de Perdiccas. On fera dans une autre vidéo. Voilà.